La réunion de ce soir est à taille humaine, à taille familiale on va dire. Nous défendons les libertés, la liberté d'expression, la liberté de conscience. Et dans la situation actuelle, il n'est pas possible de ne pas être heurté par ce qui est en train de se passer, par l'irruption d'un mouvement que personne n'avait prédit, et la brutalité de la réponse de l'appareil d'État, qui pour l'instant d'ailleurs a été la seule réponse, puisque à toutes les revendications des Gilets jaunes concernant l'augmentation du pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires, l'abrogation du CICE, la remise en place de l'ISF, les réponses ont été apportées bien sûr, mais toutes négatives, et la seule réponse qui a été apportée par le gouvernement, c'est une répression brutale, puisque selon le dernier décompte, je crois qu'il y a 22 éborgnés, 3 mains arrachées, une personne qui est décédée, et on ne compte plus les centaines et les centaines, voire les milliers de traumatismes crâniens. Une loi a été votée, la loi dite anti-casseurs, et je laisse évidemment la parole à la conférencière de ce soir. Alors effectivement, je suis avocate au barreau d'Avignon depuis plusieurs années déjà. Je pratique essentiellement le droit pénal et donc forcément la procédure pénale. Nous savions, nous les avocats, lorsque un dossier arrivait sur notre bureau, quelle serait la sanction. Et s'il y avait des nullités de procédure, nous lui expliquions que ces nullités sont accueillies par les magistrats et que dès lors, il n'y aura pas de procès puisque nullité de la procédure est égale nullité du prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police ou devant la cour d'assises. Et il est vrai que depuis le mouvement des Gilets jaunes, donc depuis le 17 novembre, j'étais une manifestante de la première heure. Sauf que la répression augmentant, eh bien, j'étais dans les manifestations et au bout d'une heure, bien entendu, on m'appelait pour des interpellations, pour des placements en garde à vue. Et ce qui se passe après les gardes à vue, et ce qui se passait surtout d'ailleurs pour les Gilets jaunes, comparution immédiate devant le tribunal correctionnel avec très souvent des mandats de dépôt pour des primo-délinquants. Alors que dans d'autres dossiers, il n'y a jamais de mandat de dépôt avec le même casier pour les mêmes faits pour un prévenu, je dirais de droit commun, puisque nous sommes dans un droit d'exception pour les Gilets jaunes. Et donc je ne peux plus exercer ma profession comme je le faisais avant. Donc j'essaie simplement de sauver les petits droits, les petites failles qu'il me reste encore en ma possession. Mais si aujourd'hui je brûlais mon code pénal et mon code de procédure pénale, ça ne me manquerait pas parce que ma plaidoirie n'est plus axée sur cela. Elle n'est plus axée sur le code pénal et sur l'article qui est visé lors du renvoi devant le tribunal correctionnel des Gilets jaunes. Parce qu'on a beau lire au magistrat cet article, lui démontrer que ça ne colle pas, qu'on ne rentre pas dans les éléments prévus dans cet article, eh bien, il y a quand même une condamnation. Lorsqu'on dit également que la procédure n'a pas été respectée, hormis quelques magistrats, puisque j'ai pu obtenir il y a quelque temps, et pour vous dire, ça a fait l'objet d'un article de journal. Avant, lorsqu'on déposait des conclusions de nullité et que le magistrat y faisait droit, ça ne passait pas sur le journal. Donc on voit bien quand même, pour qu'il y ait un article sur ce point, c'est que maintenant ça devient très rare et qu'il y a beaucoup de nullités de procédure concernant les Gilets jaunes. Donc je me bats avec très peu d'armes aujourd'hui, mais comme je suis comme les Gilets jaunes, je ne lâche rien. Je suis en audience tous les jours pour les Gilets jaunes. J'en avais encore aujourd'hui, j'en ai encore demain et encore après-demain, et cela jusqu'au 15 juin, parce que ça s'est concentré sur les mois d'avril et mai. Donc c'est vrai que avril et mai sont des mois qui n'ont pas été de tout repos pour moi, mais ce n'est pas que le travail physique, c'est également moralement. Comment expliquer à un gilet jaune que normalement il aurait dû avoir une amende ou un mois de prison avec sursis, mais qu'il risque d'être envoyé immédiatement en prison, et c'est ce fameux mandat de dépôt dont je vous parlais. Voilà. Donc il faut aujourd'hui se battre pour une justice sociale et fiscale sur le terrain,
Mais maintenant, il faut aussi se battre pour retrouver nos droits et libertés. Et ça, on ne l'avait pas prévu. On ne l'avait pas prévu et ils nous ont pondu cette loi anti-casseurs, même si, comme le disait mon camarade de droite, l'article 3 a été censuré, il n'en demeure pas moins qu'elle est très liberticide et que aujourd'hui, je ne peux pas dire que nous soyons dans un état de droit, mais nous sommes dans un état politicien et policier. Politiciens parce que c'est eux qui donnent les ordres et qui surtout disent à certains membres des forces de l'ordre on vous laisse choisir la répression que vous souhaitez. Donc finalement c'est eux que l'on arme et qui font un peu ce qu'ils veulent selon la situation. Et vous voyez bien qu'il y a de nombreux blessés alors même que ces manifestants n'avaient rien fait. Vous l'avez remarqué, vous n'êtes pas dupe, vous n'êtes pas aveugle, vous n'êtes pas sourd. Vous avez remarqué comme moi qu'en revanche, lorsqu'on voit des casseurs, personne ne va les interpeller. Ceux-là cassent et ils peuvent rentrer chez eux tranquilles. On va taper sur qui ? Sur le manifestant qui, lui, ne fait rien, ne fait que manifester. Et cette loi anti-casseurs a encore amoindri notre droit essentiel, constitutionnel et fondamental de manifester. Et nous devons résister à une oppression et à une violence sans précédent en France, depuis de nombreuses années. Donc je reste ouverte à vos questions, parce qu'elles sont essentielles, parce qu'elles vont tourner sur les réseaux sociaux, puisque c'est filmé ce soir. C'est important parce que ça m'évite, moi, de me répéter. Je pourrais dire à la personne, je vous envoie sur un lien, et puis vous, de vous informer comme ça, en direct, et de manière personnalisée. Oui. Il semblerait donc que les magistrats appliquent les ordres du gouvernement en étant rigoureux, en prononçant des condamnations. Est-ce que dans ce corps-là, il n'y a pas aussi de la résistance ? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Vous savez, lorsque, après plusieurs semaines, j'ai vu notre ministre de la Justice, Madame Belloubet, rendre visite à nos procureurs et à nos magistrats, eh bien, ça m'a interpellée. Qu'elle aille voir les procureurs. Les procureurs, on sait qu'ils ne sont pas indépendants, ils sont dépendants du pouvoir exécutif. Donc cela n'est pas étonnant. Mais qu'on aille voir des magistrats du siège qui, eux, sont indépendants, pour leur demander des sanctions sévères, alors là, bien sûr, je me suis interrogée. Parce que notre ministre de la Justice n'a pas le droit de faire ça. Nos procureurs peuvent faire des réquisitions sévères, mais les peines, ce ne sont pas les procureurs qui les prononcent. Ce sont nos magistrats indépendants. Il y a, par contre, et je le déplore et je le regrette, des magistrats qui, eux, ont subi cette pression de l'exécutif et cette pression médiatique. Ils sont tombés dans le piège, tout simplement. Nous avons, bien entendu, des résistants. Dans le Vaucluse, nous avons également des magistrats qui résistent à cela. Mais combien n'ont pas résisté à cela? Et combien ont prononcé des peines de prison ferme sur des primo-délinquants pour avoir posé simplement des barrières ou avoir entravé la route dans le cadre d'une manifestation? Voilà. Il y en a des centaines comme ça. Des centaines. Ensuite, concernant votre seconde question, c'est une mesure préventive qu'ils ont prise sur cette personne. Et ça fait suite à la loi anti-casseurs. Puisque la loi anti-casseurs prévoit, et c'était la demande du gouvernement, prévoit que si on voit une personne, un prévenu, casser quelque chose, il sera dorénavant contraint de rembourser ce qu'il a cassé. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, alors que ça n'était pas le cas avant. Voilà. Il y avait des cas où il y avait des constitutions de partie civile, on était condamnés, bien sûr, mais pas lorsqu'on faisait partie d'un groupe et qu'une vitrine était cassée. Parce qu'aujourd'hui, on ne prend plus les personnes individuellement. Il y a un principe en droit pénal qui est le suivant, c'est que nul n'est responsable pénalement que de ses propres faits. Aujourd'hui, on vient condamner des personnes pour les faits des autres. On vient leur demander réparation
donc pécuniairement pour des choses cassées, alors qu'ils ne l'ont pas fait eux-mêmes. C'est simplement leur participation à ce groupement qui a cassé. Voilà, vous vous trouvez au mauvais endroit, au mauvais moment, à côté de certains casseurs. Vous êtes repéré sur la caméra de vidéosurveillance et vous allez être condamné à payer. Voilà, parce qu'on a été 13 à être mis en mandat de dépôt et du coup on est encore une 20, enfin, on est 20 à peu près à être sous contrôle judiciaire. Donc déjà on n'a pas le droit de se parler, donc c'est super compliqué. Les avocats ont été commis d'office. Moi la mienne, je peux dire qu'elle a été très bien puisque je n'ai fait que 17 jours de prison. Donc voilà quoi, mais c'est vrai que là ça remonte à tout début janvier quoi. Et quand je l'ai appelé 2 fois depuis et on ne sait pas du tout où on va. Alors, vous avez fait l'objet d'une comparution immédiate? Oui. On vous a demandé un délai pour préparer votre défense? Pas du tout. Ben non, ils sont venus nous chercher chez nous. Placement en garde à vue? Placement en garde à vue oui. pendant 72 heures. Et à l'issue? Et à l'issue, comparution immédiate devant la juge et le... Contrôle judiciaire? Ah non. Et go to the Perpignan. Enfin, moi, on m'a amené à Perpignan, sorti de là, mandat de dépôt de suite. Quoi. Donc vous êtes passé devant un tribunal, madame? Oui. Et pour sortir, pour aller en prison, et en sortant de prison, je suis passée en cour d'assises. Alors attention, parce que là, ce que vous êtes en train de me dire, si j'ai pas loupé d'épisode, s'il n'y a pas une mise en examen avec un juge d'instruction, vous avez vu un juge d'instruction? Oui. Ou un procureur? C'est pas pareil. Donc c'est une mise en examen? Oui. Vous êtes passé donc devant un juge de la liberté de la détention? Oui. Et non pas devant un tribunal? Non. Voilà, et c'est lui qui vous a placé sous contrôle judiciaire. Qui m'a passé d'abord un mandat de dépôt. D'abord mandat de dépôt et après, placement sous contrôle judiciaire. Je passe en cour d'assises. Alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une instruction, donc c'est autre chose qu'une comparution immédiate devant un tribunal correctionnel. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire une instruction, donc de rassembler les éléments de preuve à charge et à décharge, et qu'ensuite il y aura une clôture de l'information, donc de l'instruction, et ce n'est qu'à ce moment-là que vous aurez votre date d'audience. Et ça peut mettre beaucoup de temps. Il nous avait dit d'entrée de jeu qu'il y en avait pour 18 mois, 2 ans. Quoi. Oui, ça peut mettre beaucoup de temps. C'est beaucoup plus long. Oui. Voilà pourquoi on ne vous a pas demandé, si vous vouliez un délai pour préparer votre défense, parce que ce n'est pas devant un tribunal que vous êtes passé. C'est vraiment devant un juge de la liberté de la détention et un juge d'instruction. Donc il y a une mise en examen. Et du coup maintenant vous dites qu'ils saisissent tous vos biens, enfin on en est là. Quoi. Oui. Alors on peut toujours demander la restitution. C'est le juge d'instruction qui statue. Oui. La juge d'instruction ou le juge d'instruction considère que vous devrez payer des sommes très importantes à la société et que par précaution, on vous fait une saisie, en réalité une saisie sur vos biens dans l'attente du jugement. Quand ils sont venus, ils m'ont plus saisi ma voiture parce que dedans il y avait 3 gilets jaunes, et un masque de policier. Mais 72 heures de garde à vue, ça veut dire que voilà, une organisation terroriste, tout à fait, ou association de malfaiteurs. Oui. Non, mais ça, le peu de notions que j'avais bien compris que plus de 48 heures, quand ils nous ont annoncé qu'on était plus de 48 heures. Vous aviez compris la qualification? Oui, j'avais pas compris que je pouvais avoir jusqu'à 20 ans de réclusion, et bon, c'est bien écrit, oui. D'accord. Non, ma première question, c'était concernant le régime de la garde à vue. Oui. Il y avait eu des chantages à l'avocat, en disant c'est soit l'avocat, mais 24 heures de plus, soit comparution immédiate sans avocat. Alors je voulais savoir qu'est-ce que ça avait entraîné sur les stratégies de défense. Alors ça c'est la première question. Oui. Alors la deuxième, je vais faire un combo, c'est par rapport aux enquêtes pour violences policières diligentées par l'IGPN. J'ai entendu, alors moi j'ai signé un appel qui s'appelle Nous accusons, dans lequel il est expliqué, parce que j'ai pas beaucoup suivi, je connais pas encore, j'ai fait un peu de droit, mais que aucune de ces enquêtes n'avait abouti à la moindre sanction pour le moment. Alors je voulais savoir quel était le... Voilà, alors... C'est ce que j'ai... Alors moi j'ai signé l'appel qui dit ça, alors j'espère que c'est pas une bêtise, mais je voulais savoir quelle était la mécanique de cette... est-ce qu'il y avait un juge qui prononçait des peines, ou est-ce que c'était une justice d'exception? Voilà, est-ce que c'était une branche du droit à part concernant les... voilà, comme une sanction interne à l'administration quand on est fonctionnaire? Voilà mes deux questions. Alors la première question, sur les placements en garde à vue, il est vrai
que, moi mes clients me l'ont dit, on leur disait tu sortiras plus vite si tu ne prends pas d'avocat. Mais ils sont malins parce qu'ils savent que nous, les avocats, on connaît très bien notre travail et que parfois ils les emmènent sur des terrains où ils vont se tirer une balle dans le pied et que même quand ils n'ont rien fait, en utilisant certains mots, certaines phrases, ça va laisser penser que la personne a avoué alors que pas du tout. C'est qu'ils ne parlent pas du tout le même langage. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs niveaux sociaux. Et ce n'est pas une critique, hein, chacun son niveau, et que certains sont perdus, fatigués, n'ont pas forcément le niveau de compréhension du jargon de la police, et c'est comme ça qu'ils se font avoir. Et c'est pour cela qu'il faut refuser de faire des auditions sans votre avocat. Ça, il ne faut pas. Ou alors, moi je les prévenais d'avance, parce que parfois ils disaient qu'ils appelaient l'avocat et ils ne l'appelaient pas, c'était de garder le silence. Parce que la plupart du temps, ils essayaient d'extirper des aveux parce que dans le dossier, en termes d'éléments de preuve, il n'y avait absolument rien, le dossier était vide. Donc ça ne les arrangeait pas parce qu'il fallait bien les justifier, ces placements en garde à vue. Alors qu'en réalité, ces placements en garde à vue, c'était quelque chose qui n'existe pas en France, c'était des gardes à vue préventives. Ça n'existe pas la garde à vue préventive. La garde à vue, elle répond à des conditions strictement définies par le code de procédure pénale. Or là, c'était simplement pour empêcher les personnes de manifester. Et donc, après les avoir gardés tout le week-end, on est content. Et en plus, ça faisait gonfler les chiffres, les sondages de M. Castaner sur les interpellations, les placements en garde à vue, les condamnations. Sauf que 48 heures après, la police ou la gendarmerie se disait « Qu'est-ce qu'on va faire là ? Il faut bien qu'on mette quelque chose dans le dossier, on va passer pour des idiots. » Donc il faut bien broder et inventer des choses. Et ça, avec l'avocat, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. J'ai plaidé une affaire il y a 15 jours. Tenez-vous bien parce que même la magistrate n'avait jamais vu ça. On s'est regardé fixement avec la magistrate et j'ai bien compris qu'elle allait le relaxer, ce garçon. Les éléments de preuve pour une organisation et attroupement en réunion armée, non mais ils y vont fort, hein. C'était pas interdiction de manifester, non. Les éléments de preuve qu'il y avait dans le dossier, c'était un plan de la ville d'Avignon. Et alors le deuxième, c'était encore plus marrant, c'était les autocollants RIC. La police les a photocopiés et c'était les 2 pièces que j'avais en éléments de preuve pour condamner mon client. Un plan d'Avignon, des autocollants RIC. Mais parce que là, c'est pareil, ils n'ont pas réussi à broder. Pourquoi ? Parce que mon client, il m'avait écouté. Ils ont fait semblant de m'appeler alors qu'ils ne l'ont jamais fait. D'ailleurs, j'ai obtenu des nullités sur ce fondement. C'est ce qui a fait l'objet de cet article sur le journal. Mais il m'a écouté, il n'a strictement rien dit. Donc, ils ont brodé. Autocollant RIC, plan de la ville d'Avignon. Voilà ce que c'était leur attroupement et organisation armée en vue de commettre un délit ou un crime. C'est ça l'article qui le renvoyait devant le tribunal correctionnel. Et c'est grave. J'avais ma deuxième question là, sur l'IGPN. Oui, alors l'IGPN, vous savez, moi je suis quelqu'un de très optimiste, mais là, même avec la meilleure volonté, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à croire que l'on puisse, que la police en interne puisse sanctionner sans juge des policiers qui auraient outrepassé leurs droits et qui auraient commis des violences alors que cette violence n'était pas nécessaire. Parce que la violence, si elle est autorisée pour nos forces de l'ordre, il faut qu'elle soit proportionnée à l'attaque, il faut qu'elle soit strictement nécessaire. Et là, je doute, et c'est pour ça que l'on n'entend pas les retombées de l'IGPN. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Donc moi, j'invite plutôt les victimes à aller porter plainte devant le procureur ou devant le juge d'instruction, si c'est un crime, et un délit devant le procureur. Vous allez me dire, oui, mais le procureur, c'est Castaner, c'est Macron, c'est Édouard Philippe, c'est toute sa bande de sbires. Oui, vous avez raison. Sauf que, 2 procédures parallèles pour arriver au même résultat. La première, vous recevez un classement sans suite du procureur. Une action est ouverte. Ou alors, dans les 3 mois, absence de réponse de la part du procureur à votre plainte.
on est dans le même cadre de la procédure que ce classement sans suite. Qu'est-ce qu'on fait? Vous pensez quand même pas, parce qu'il y a beaucoup encore de citoyens, de justiciables, qui pensent que si on reçoit un classement sans suite, c'est mort. Non. Il y a un recours. Ce n'est qu'à ce moment-là, soit à partir de l'avis de classement sans suite, soit en l'absence de réponse dans un délai de 3 mois, que vous pouvez porter plainte en vous constituant partie civile devant un juge d'instruction. Quel est le rôle du juge d'instruction? C'est d'instruire à charge et à décharge, mais c'est surtout son obligation de recueillir votre plainte. Et c'est encore plus bénéfique pour vous, c'est encore plus intéressant, parce que là, vous devenez partie à la procédure. Parce que lorsque le procureur fait son enquête, on ne vous appelle pas pour vous dire qu'est-ce que vous voulez que je fasse, est-ce qu'il y avait des caméras, est-ce qu'il n'y en avait pas, est-ce que vous voulez qu'on aille auditionner Pierre-Paul Jacques. On ne vous le demande pas ça. Le procureur, il fait ses actes d'enquête tout seul avec sa petite police, sa petite gendarmerie, et ça s'arrête là, et vous avez des nouvelles ou vous n'en avez pas. Là, en vous constituant partie civile, vous êtes partie, comme je vous disais, à la procédure, et vous pouvez demander tous les actes qui vous semblent utiles à la manifestation de la vérité à ce juge d'instruction. Vous pouvez demander votre audition, des confrontations, la captation des images des caméras de vidéosurveillance, le recueil de témoignages. Vous pouvez tout demander. Vous êtes enfin partie à la procédure. Et vous avez donc un œil sur tout. Parce qu'en plus, vous avez accès à l'entier dossier. Parce que au stade de l'enquête, vous n'avez pas accès au dossier. Devant un juge d'instruction, vous avez accès. Et trop peu de justiciables sont informés. Et lorsqu'ils reçoivent un classement sans suite ou pas de réponse, ils disent « bon, mais voilà, c'est fini ». Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Heureusement. Parce que ça voudrait dire sinon qu'on est toujours pendu au bon vouloir des procureurs. Heureusement que notre code de procédure pénale prévoit autre chose, à un moment donné. Mais comment avoir confiance aussi? Vous pouvez faire confiance à votre avocat, il est là pour vos droits. Et pour faire reconnaître votre statut de victime et obtenir réparation. Et donc faire traduire devant le tribunal compétent votre agresseur. Et comment prouver que c'est notre agresseur? Est-ce qu'on est déguisé comme des casseurs? Alors, je le dis souvent, ne soyez pas dupes sur ce sujet non plus. Parce que toutes les troupes de police ou de gendarmerie, même lorsqu'elles se déplacent que sur 2 mètres, elles sont formellement identifiées par leur supérieur hiérarchique. Vous vous doutez bien qu'ils ne se baladent pas comme ça à leur bon vouloir. Donc, ils ne vont pas dire « nous, on ne sait pas qui c'est ». Parce que sinon, là, le juge d'instruction se mettra en colère. Et comment ça, vous ne savez pas? À moi, vous ne me la faites pas. Donc maintenant, vous allez me dire de qui il s'agissait. Voilà. Donc, à ce moment-là, on pourra avoir le nom du policier ou du gendarme qui a commis cette infraction sur votre personne. Je suis pas un spécialiste de l'histoire de la police, mais c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait des méthodes qui avaient été oubliées. La répression pendant la guerre d'Algérie, des manies d'Algérie, était terrible. Il y avait une affaire qui s'appelait Richard Desailles, DESH, ça a été oublié. Il avait pris une grenade lacrymogène, on était 300 000 dans la rue. Pour Pierre Auvernay, il y avait un demi-million de gens. Alors, moi, ce qui m'impressionne, c'est la faiblesse du mouvement contre la répression. Ah oui. Ça me sidère à une époque des réseaux sociaux. Ouais. Alors on a l'impression, c'est le paradoxe de ma théorie, c'est qu'on a l'impression que les réseaux sociaux, à partir du moment où tout se dit, on a l'impression que ça suffit. Mais il n'y a personne dans la rue pour défendre ces gens dont le visage a été éclaté et tout. Est-ce que vous avez une idée des motifs de la faiblesse de la réaction? Oui, c'est la peur. vous avez la réponse. La peur. Alors après, nous sommes tous différents. Je pense que il n'est pas bon de juger autrui. Moi, je me garderai bien de le faire. En revanche, moi, je ne laisserai jamais un camarade au sol. Quitte à ce que l'on soit 2 au sol, 3, 4. Je ne laisserai jamais un camarade derrière moi. Je ne me planquerai pas, je ne prendrai pas la fuite. Mais je peux comprendre les gens qui ont, par exemple, ces femmes qui ont des enfants et qui savent que s'il leur arrive quelque chose, il n'y aura personne pour s'occuper de leurs enfants. Voilà, et puis on a tous des peurs différentes, des caractères différents, des passés, des souffrances différentes. Et on ne peut pas juger. Mais il est vrai, monsieur, que si nous étions tous beaucoup plus solidaires face à cette répression, mais peut-être qu'à un moment donné, parce que je pense qu'à un moment donné, ça a failli basculer à Paris, nous aurions avancé
et nous serions parvenus au point où nous voulions aller, c'est-à-dire aller chercher Macron. Voilà. Et on n'était pas loin de basculer. Aujourd'hui, je pense plutôt que c'est la fatigue. On est tous fatigués physiquement et moralement. Parce qu'on a l'impression que on tourne en rond, parce que même si on sait que notre gouvernement nous ment, il n'empêche que l'être humain est comme ça. On a toujours ce petit espoir qui sommeille en nous. On se dit peut-être que ça va déclencher quelque chose et qu'on va avoir quelque chose. Et puis, lorsqu'on s'aperçoit que non, et puis, parce qu'il a encore réaffirmé qu'on n'aurait rien, on n'aurait plus rien, comme si on avait eu quelque chose d'ailleurs, qu'on n'aurait plus rien, c'est sûr que là, il y a un peu d'abattement, mais je crois en l'être humain, je pense qu'on peut avoir des moments d'abattement et se relever ensuite quelques jours plus tard et repartir plus fort. En revanche, là où je suis beaucoup plus pessimiste, c'est que dans les semaines à venir, les médias vont moins parler de notre mouvement. C'est voulu, c'est ordonné. Parce que M. Macron, il détient tous les pouvoirs. Exécutif, législatif, judiciaire, médiatique et financier. Il a tous les pouvoirs. Tous ces pouvoirs sont centrés en une seule main, c'est celle de Macron et son gouvernement. Et donc les médias, parce que c'est ordre qui a été donné, eh bien, vont moins parler de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que l'on puisse encore parler du mouvement des Gilets jaunes et pour que tous les Gilets jaunes comprennent que le mouvement n'est pas terminé, il va falloir faire des actions coup de poing. Et oui, des actions symboliques beaucoup plus fortes. Parce que sinon, effectivement, à un moment donné, ça va s'éteindre. Et voilà, c'est la raison pour laquelle, ne m'en veuillez pas, je ne suis pas du tout en campagne. Je vous assure que moi, je devrais être normalement en campagne, mais mes audiences Gilets jaunes sont ma priorité. Et donc, je ne ferai pas campagne tant que j'aurai mes audiences Gilets jaunes. Et donc, je ne le ferai pas, puisque les élections, c'est le 26 mai. Voilà, donc vous avez compris. Mais c'est pour cela qu'à un moment donné, si j'avais refusé à l'époque, c'est-à-dire au début du mouvement, de figurer dans une liste, c'est parce que je m'étais dit non, on va y arriver, et j'avais senti qu'on basculait, qu'on y était presque. Et je m'étais dit, on n'a pas besoin de ça, on va y arriver autrement, on va le faire tomber. Et puis, quand j'ai vu que non, ça n'avait pas basculé, je me suis dit, peut-être qu'il faut être partout, sur le terrain et dans les urnes. Parce que c'est pas parce que je suis seconde dans une liste européenne que je vais vous dire d'arrêter d'être sur le terrain, c'est hors de question. Et puis, de toute façon, ça, c'est pas les Gilets jaunes. On n'abandonne pas. Mais occuper tous les terrains, c'est ça qui est essentiel. Le terrain et les urnes. Et il va falloir être partout. Et je vous encourage, d'ailleurs, moi je ne le ferai pas, mais je vous encourage à monopoliser les listes municipales en 2020. Et ensuite, après, les législatives. Mais il faut être partout, parce qu'il n'y a que comme ça, c'est qu'avec un mouvement hors système qu'on arrivera à faire tomber le système. Mais pour cela, il faut beaucoup de solidarité, comme sur le terrain. Oui. À 2 conférences que j'ai entendues de Juan Branco, oui. Il insistait sur le fait que les élections européennes sont un leurre, ou en tout cas une perte de temps, et qu'il n'y a que l'action hors système qui pourra mener quelque part. Sinon, c'est simplement beaucoup d'agitation qui donne l'impression de progrès, mais qui n'en est pas. Quelle est votre position sur ce point? Je ne peux qu'avoir la même, puisque nous sommes la seule liste qui n'est pas politique. C'est une liste citoyenne. Et justement, depuis le début, nous disons que nous ne voulons pas rentrer dans ce système d'être déjà un parti politique, mais d'être un système à côté du système, d'être un peu comme un virus. C'est-à-dire que eux vont faire leur chemin, nous allons faire le nôtre en parallèle. C'est-à-dire instaurer d'ores et déjà des machines à voter avec le RIC. Donc là, on pourra tout faire remonter. Après, je vais vous donner un exemple. Francis Lalanne le dit très bien, lorsque vous avez la FIFA, par exemple, puisque c'est l'exemple qu'il a pris, et que vous voulez changer cela parce que la FIFA c'est pourri, c'est corrompu. Eh bien, il va falloir créer une autre FIFA
à côté, et si il y a plus d'adhérence, si elle marche mieux, si elle est plus honnête, si elle est plus citoyenne, eh bien, automatiquement, la première va tomber. Voilà. C'est un peu nos arguments sur cette liste jaune, c'est de dire il faut être en parallèle du système, il faut être proche du citoyen et faire remonter toutes vos revendications, celles que vous portez sur le terrain depuis le 17 novembre. Et surtout pas être un parti politique, certainement pas. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a des différences entre préfectures concernant la politique du maintien de l'ordre? Parce que j'ai remarqué, mais alors peut-être que c'est une vision déformée, qu'il y avait des départements particulièrement brutaux lors des manifestations et des départements moins brutaux. Alors évidemment, on ne va pas dire que c'est mieux, hein, c'est moins mal, on va dire, mais disons que j'ai quand même perçu que dans certains départements, la répression était nettement plus brutale, que ça s'explique par une politique de certaines préfectures. Est-ce qu'il y a des ordres qui ont été donnés, ou est-ce que c'est tout simplement proportionnel à la puissance de la mobilisation, ou quand c'est plus massif, il y a plus de répression? Les deux. Alors, un préfet, si on veut bien le nommer, c'est un préfet de police. Donc, il a sa police. Et il lui donne ses ordres, lui aussi. Mais le préfet les reçoit, lui, du ministère de l'Intérieur. Donc, il y a les deux. Il y a le fait qu'il y a des départements qui vont être annoncés comme plus sensibles, notamment avec des casseurs dans les manifestations. Et donc là, le préfet va dire il faut durcir et il faut rien laisser passer, il faut faire des fouilles préventives. Bon, ça, c'est la loi anti-casseurs aussi. Hein, ça nous a pas rendu service. Et puis d'autres qui vont dire moi, j'ai pas de raison d'être plus répressif que d'habitude. Il y a des préfets, c'est un peu comme les magistrats, hein, qui résistent un peu à cette pression. Il y en a très peu quand même. Hein. Il y en a très peu, et d'ailleurs vous le voyez dans les manifestations, très peu sont les manifestations qui se terminent sans gazage, sans matraquage. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, on parle de cela, mais il y a le début. Il y a un début à cela. La police comme la gendarmerie. Alors, on le voit beaucoup plus chez la police. On vous doit le respect normalement, messieurs, dames. Ils vous doivent le respect. Ils ne doivent pas vous tutoyer. Encore moins vous bousculer et encore moins vous injurier. Et c'est pourtant ce qu'il se passe. C'est pourtant ce qu'il se passe. Et ils n'ont plus aucune limite. Ils n'ont aucune limite. Pour avoir voulu... aller assister des gardés à vue, moi, à la manifestation du 30 mars à Avignon. J'avais l'OPJ au téléphone qui me disait vos clients vous ont demandé, je vous attends. Et des CRS avec leur bouclier qui me poussaient pour pas que je rentre au commissariat. Avec ma carte d'avocat à la main. Ils ne respectent plus rien. Plus rien. Donc là, on n'est pas étonné de ce qui se passe après. Mais voilà, il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire parce que on connaît la suite grâce à notre histoire si on se laisse piétiner et si on lâche maintenant. Parce que si on lâche maintenant, ils vont dire c'est bon, allez, la prochaine manif, mais même pas on les écoute. On sait que de toute façon ils vont s'user tout seuls. Non, il faut rien lâcher. Et c'est là que vous avez raison. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que justement il y a des listes hors système, dans le système. Le problème qu'il y a, c'est que finalement, si les médias ne s'intéressent plus au mouvement, ce sera peut-être pas aussi mauvais que ça. Parce que l'image qu'ils font passer du mouvement, elle est très mauvaise aussi. Oui. Quand j'entends certaines personnes très gentilles à qui je dis mais viens manifester avec nous. Ah non, la violence c'est pas pour moi. Donc finalement, les gens ont une très mauvaise image. Donc s'ils s'en délaissent, c'est peut-être pas plus mal. C'était juste une réflexion. Mais après, malgré tout, quand j'entends que justement la REM a droit à 55 minutes de temps de parole sur les chaînes médiatiques et que les autres partis ont droit à 3 minutes. 3 minutes 33, j'ai eu droit. 3 minutes 33, vous voyez. Enfin, 3 minutes 33 à plusieurs, hein. Voilà. Donc moi, j'ai eu droit à 30 secondes, hein, même pas, hein. Voilà. Et quand on sait quand même que statistiquement, les gens sont élus, on peut faire le parallèle entre leur temps de parole et le rapport aux élections, ça donne pas beaucoup d'espoir non plus. Oui, c'est vrai. Donc voilà, après ma vraie question c'était juste, quelle est votre opinion par rapport justement aux élections européennes? Oui. Il y a on dit qu'il circule que la répression sera encore plus forte le samedi avant les élections européennes, justement pour mettre des gens en garde à vue et que les gens contre notre gouvernement ne soient pas disponibles pour aller dans les urnes ce jour-là. Oui. Quelle est votre position et quels seraient vos conseils à nous manifestants ou autres pour nous prémunir de tout ça? Être plus malin. Faire des manifestations vraiment pacifiques, bon enfant,
en vous écartant de tout élément perturbateur de cette manifestation, afin de ne pas finir justement en garde à vue, puisque ça va bien les arranger, bien évidemment. Et que pensez-vous du fait justement de faire des procurations en préventif? Oui aussi, oui. Beaucoup l'ont fait déjà, beaucoup l'ont fait. Ce qu'a fait le gouvernement, puisqu'il a donné des ordres illégaux aux policiers, ça c'est des policiers qui l'ont dit, ils ont eu des mails comme quoi il fallait qu'ils mettent les gens en garde à vue, même s'ils n'avaient rien fait, ainsi de suite. Comme mon ami qui était en prison, et ils auront justice. De vivre toute sa vie dans une injustice comme ça, c'est horrible. Les gens qui ont été piétinés, qui ont été gazés, voilà. Quelle est la solution juridique de monter un dossier comme on le fait pour les crimes contre l'humanité dans les pays africains, qu'on arrive à trouver les dictateurs, on arrive, je sais pas où, on arrive à les condamner dans les tribunaux internationaux. Voilà. Alors monsieur, déjà, je vais répondre à une petite question, celle des policiers qui reçoivent les ordres. Le Code de la sécurité intérieure prévoit ce type de situation. Ils peuvent refuser un ordre manifestement illégal. Tout comme ils peuvent se mettre en maladie. On en a qui l'ont fait, si je ne me trompe pas, sur Toulouse. Donc, rien ne leur empêche de le faire. Et moi, j'ai vu des images où il y a des policiers qui prenaient un malin plaisir à frapper. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, ils ont des ordres, mais je pense qu'il y en a qui ont pris un malin plaisir de se défouler sur les manifestants. Ensuite, moi je suis espagnole, mes grands-parents ont fui le régime de Franco, donc je sais très bien de quoi vous parlez, monsieur. Il y a quelques mois, il y a des personnes qui sont venues me voir en me demandant si on ne pouvait pas porter plainte devant la Cour pénale internationale. J'ai dit attention, on ne remplit pas les conditions. On ne remplissait pas les conditions. Il y a quelques semaines, en revanche, avec cette histoire des gaz qui n'ont pas la même composition, qui sont beaucoup plus forts, avec les analyses qui ont été faites, on a décidé, justement, alors je dis on parce que je ne suis pas seule, c'est notre liste en réalité qui a décidé de porter plainte devant la Cour pénale internationale parce qu'avec ces gaz, on remplissait les conditions. J'ai pas reçu tous les dossiers des victimes et je vais vous dire pourquoi c'est dommage. Parce que sinon la plainte elle aurait déjà été déposée. Mais comme je ne veux laisser personne au bord de la route, eh bien, j'attends encore cette semaine des dossiers de victimes qui doivent me parvenir au cabinet pour pouvoir les transmettre. Donc la Cour pénale internationale va être saisie. Et c'est un projet déjà d'il y a quelques semaines. Et c'est un confrère de Paris qui est accrédité Cour pénale internationale, puisqu'il faut une accréditation, qui va aller déposer ce dossier où plusieurs personnes auront travaillé, c'est-à-dire vous tous et moi-même et mon confrère. Donc c'est déjà en cours. J'avais mis un post sur mon Facebook où justement j'appelais à me transmettre les dossiers des victimes parce que nous saisissions la Cour pénale internationale. Mais c'est la Cour européenne. Non, alors c'est pas du tout la même chose. Parce que l'Europe, moi, il y a une confiance. Non, puis de toute façon, monsieur, pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il faut avoir épuisé toutes les voies de recours en France. Oui. Ce qui n'est pas le cas de la Cour pénale internationale. Oui, tout à fait. À ne pas confondre non plus avec l'ONU. Voilà, il y a beaucoup de juridictions différentes. L'ONU n'est pas une juridiction. L'ONU n'est pas un tribunal, c'est l'Organisation des Nations Unies. Et si j'avais pas eu des victimes un peu à la traîne qui n'avaient pas compris que l'ONU n'était pas un tribunal, j'aurais déjà eu les dossiers, la plainte aurait déjà été déposée. Je leur ai dit, dépêchez-vous, je veux bien vous attendre, mais on ne peut pas non plus attendre encore 6 mois pour déposer ça. Il faut le faire assez vite. Donc j'attends leur dossier pour pouvoir enfin transmettre à la Cour pénale internationale. Et d'ailleurs, ça sera déposé en main propre parce que c'est symbolique. Donc sur le thème du gaz, vous avez réussi à trouver des preuves, mais tout le reste... Non, mais le reste aussi. Ah d'accord. Non, on n'a pas fait qu'un dossier gaz auprès de la CPI. On a tout englobé, bien sûr. Et c'est ce qui vous a permis de monter le dossier. Voilà, exactement. Exactement, parce que c'est un empoisonnement. Oui. Personnellement, nous, on arrive à partir toujours avant de se faire gazer, parce que moi, je suis infirmière et j'ai pas envie d'attraper un cancer à cause de leurs âneries. Ou asthmatique. Moi, ça suffit. Moi, je suis asthmatique. Madame, beaucoup sont déjà malades. Ben voilà, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, beaucoup sont déjà malades. Donc, Et il y a des personnes fragiles aussi, celles par exemple qui étaient déjà asthmatiques, par exemple. Voilà. Les personnes âgées.
Les enfants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants qui ont été gazés. Oui, On n'en parle pas, mais il y a des enfants qui ont été gazés. C'est quand même incroyable. Ah oui, oui, bien sûr. On est en France. Oui, pareil. On est en France. Tous les gens qui finissent en prison, qui font des places de prison pour mettre les gilets jaunes, etc. J'ai du mal à comprendre comment les juges qui quand même, s'ils ont reçu des ordres, comment ils arrivent à appliquer ce type d'ordre. Comment ils peuvent faire ça? Il y en a tellement des cas comme ça que je trouve ça hyper compliqué. Ben, c'est comme je n'arrive pas à comprendre les gens qui ne vous soutiennent pas. C'est pas parce qu'on n'est pas dans le besoin qu'on ne peut pas soutenir notre prochain et comprendre sa souffrance. Et pourtant, il y a encore, je ne sais pas combien de pourcentage de gens qui vont aller voter Macron. Malgré ce qui se passe, non mais ils vous soutiennent même pas. Même pas, il n'y a même pas d'empathie. Il n'y a même pas d'empathie. Et si on n'est pas empathique, on n'est pas humain. Ils cassent des vies, c'est comme si moi, en tant qu'infirmière, on me demandait d'aller injecter des produits, on me disait clairement, ils sont toxiques, ils sont nocifs, vous allez faire du mal aux gens. Oui. Je ne pourrais pas. Là, justement, j'arrête ma profession par rapport aussi à une partie de ça, parce que j'ai l'impression d'empoisonner les gens, je ne peux pas le faire. Comment autant de juges... Parce qu'il y en a qui privilégient leur carrière plutôt que l'humain. Plutôt qu'être droit, d'être correct, d'être neutre, d'être impartial, parce que c'est cela que l'on demande à un magistrat du siège. Il y en a qui préfèrent leur carrière. Donc peut-être que dans l'avenir, enlever les grades parce qu'à chaque fois que des décisions sont rendues et plaisent à notre cher gouvernement, à notre cher ministre de la Justice, eh bien eux montent en grade. Il faut l'arrêter ça. Il faut être des magistrats, toujours le même salaire, il n'y a pas de je monte et je descends. Je monte et je descends. C'est ça qui crée la corruption aussi. Donc on parle bien de corruption. Bien sûr, tout à fait. C'est une corruption dans le sens où on parle, ça se monnaie, on parle de grade et de pouvoir et de monnaie. Donc forcément c'est de la corruption, même si elle est indirecte, c'est de la corruption. Merci d'avoir mis les mots dessus. Mais oui, mais je vous en prie. Il y a quand même des partis politiques, des syndicats dont on attendrait qu'ils prennent position. Or, c'est le silence à peu près général. Toute revendication devrait commencer par on arrête la répression, amnistie. Moi j'ai dit amnistie. Qu'est-ce que ces gens font en prison? Pourquoi? Parce qu'ils font partie encore de ce système que nous dénonçons depuis plusieurs mois maintenant. C'est maintenant que la répression est la plus forte qu'on n'en entend plus parler. Moi, je trouve ça étrange. Mais après, on ne sait pas ce qui se passe dans leurs méandres là-haut, mais c'est effectivement toujours une question de corruption. Bien sûr. Les maîtres du monde ne vont pas se retirer sur la pointe du pied en disant bon, on vous laisse, quoi. Il va falloir aller à l'affrontement. Donc il y a un moment où la légitimité de la violence va se poser. C'est pas parce que c'est la police et la gendarmerie qu'on doit être des moins que rien. On est déjà des gueux, on est déjà des illettrés. Non mais voilà, des feignants, et en plus on doit tendre l'autre joue. Certains le font, et franchement moi j'admire ce comportement parce que moi j'en serais incapable, monsieur. Si on me met une gifle alors que je n'ai rien fait, je la rendrai, quelles qu'en soient les conséquences. Donc je peux comprendre, moi la première, qu'à un moment donné, avec la fatigue et face à cette attaque illégitime de nos propres forces de l'ordre que l'on paie avec nos impôts, on ait, nous, un élan aussi de riposte face à cette violence illégitime. Parce que c'est une riposte, c'est pas une violence, monsieur. C'est une riposte légitime. Voilà. Eux nous parlent toujours de riposte légitime face à une attaque. Et nous, alors, on est quoi? On n'est rien. Nous, on doit tendre l'autre joue. À la violence. Oui. Précisément. Oui. Il y a quand même eu un certain nombre de policiers d'abord qui ont pris leur distance avec ce qui était en train de se passer. Je ne sais pas quel va être le pourcentage aux élections européennes, mais le nombre de voix par rapport à la population totale ne va pas casser le plafond. D'abord, dans le cadre de la 5e République, il me semble, il faut un homme providentiel. Les conditions de son élection, y compris présidentielle, n'étaient pas idéales. De Gaulle disait... si j'ai pas 50% au premier tour, je démissionne au second. L'autre s'est contenté de moi. Hein. Donc voilà. C'est vrai. Les premiers flashballs donnaient un coup. Et aujourd'hui, on percute, on casse les os. Je veux savoir si, du point de vue des avocats, il y avait aussi ce ressenti de malaise par rapport à la répression et par rapport, à ce lâchage de bride.
Les autres pays, suite à cette recommandation, ne les ont plus utilisés. La France continue. Et il y en a plein des choses comme ça au niveau européen, où la France choisit ce qu'elle veut faire ou ne pas faire. Et après, on va vous faire croire que, finalement, au niveau européen, les députés européens ne décident de rien. Et ça, c'est nous prendre pour des idiots. Mais c'était la remarque, justement, sur les LBD. Au niveau des avocats, je ne pourrais pas vous répondre, parce que vous savez que nous sommes à peu près 70 ou 80 avocats dans toute la France à vous soutenir, et que dans le Vaucluse, nous sommes que 2, et que je suis, moi, obligée de m'occuper souvent des autres départements, parce qu'il n'y a pas d'avocats qui font comme nous. Et donc, nous, on devient les avocats gilets jaunes, on est plutôt des bêtes noires. Donc, les confrères ne viennent pas parler avec nous, comme ils ne viennent pas nous soutenir. Pour preuve, moi, pour avoir défendu les gilets jaunes, j'ai eu 3 convocations, 2 à la gendarmerie, 1 au commissariat, et je suis renvoyée devant le tribunal correctionnel le 4 juillet. J'ai plein de confrères extérieurs qui vont venir me soutenir. Il n'y en a pas un du barreau d'Avignon. Pas un de mon barreau. Il faut éviter Sophia Albert, hein, l'avocat des Gilets jaunes, on va l'éviter au cas où ce soit contagieux. Voilà. Donc leurs sentiments, je ne connais pas leurs sentiments parce que justement, vous savez, moi on me parle plus trop quand je vais dans les tribunaux, ou alors il faut que je me rende dans les tribunaux autres que celui d'Avignon pour que j'ai des confrères et consoeurs qui viennent me féliciter et me remercier pour ce que je fais pour les Gilets jaunes. Les organisations qui auraient dû tout de suite monter au créneau ont été animées au sommet d'une certaine force d'inertie. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que du coup, ça a pesé sur la solidarité. Et il faut quand même reconnaître qu'il y a toute une série d'unions départementales d'organisations syndicales. Il y a eu la CGT, il y a eu y compris FO, il y a eu Solidaire, il y a eu des militants FSU, on en croise dans les manifestations, qui sont venus courageusement, mais c'est vrai que les organisations traditionnelles qui auraient dû dès le début descendre en masse, l'ont pas fait. Il y a quand même une vraie discussion qui s'est menée, et le dernier congrès de la CGT, voilà, a quand même, s'est terminé sur un appel à la convergence gilets jaunes, gilets rouges, ce qui est quand même une forme de reconnaissance. Il y a des secteurs professionnels qui sont en lutte sur les questions sociales. Je pense notamment aux enseignants qui se battent contre la réforme Blanquer. J'ai décidé d'épouser la profession d'avocat. C'est parce que je suis une amoureuse des libertés. Je trouve que c'est la première chose dont on doit hériter, pour lequel on doit se battre. Et je ne dirais pas que c'est l'amour, parce qu'il faut encore avoir la liberté d'aimer. Donc c'est vraiment le premier mot, notre liberté. Et j'étais persuadée, lorsque ce mouvement a commencé, qu'on allait être pratiquement tous les avocats à être, justement, parce que nous sommes le dernier rempart de vos libertés, pour la défense de vos libertés. Et je voyais vraiment, je me suis dit, mon Dieu, il faut les entourer avec nos robes noires. Entourer les cortèges avec nos robes noires. Que personne s'approche, que personne ne les agresse, que personne ne les violente. Et puis je me suis retrouvée seule avec ma robe et mon gilet jaune par-dessus. Mais je pense qu'on devrait inviter les magistrats aux manifestations. Parce que là, ils verraient qu'on ne raconte pas des bêtises à la barre. Personnellement, j'étais pas gilet jaune, mais avec tout ce qui s'est passé, et ben depuis janvier, tous les samedis, je suis dans la rue. Parce que je suis persuadée que si on arrête, par contre, là, ils font entièrement ce qu'ils veulent. Et là, ce sera l'horreur. Donc merci aussi de votre courage, parce que vous devez vous en prendre pas mal aussi. J'en prends pas mal aussi, mais j'en rends pas mal aussi. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, à un moment donné, ce qu'ils ont fait, parce que j'empêchais les destructions de cabanes et les délogements des Gilets jaunes. Mais ça, c'était la journée. Et ensuite, ils pensaient être très malins, et ils ont commencé à y aller la nuit. Sauf que c'était mal me connaître, parce que moi, ils m'appelaient. Le dernier délogement, c'était 1h du matin, j'étais en pyjama. J'ai fait partir 40 CRS. Parce que je leur ai demandé leur réquisition. Ils me l'ont donné, ils me donnent un papier. Bon. Même si j'étais pas très bien réveillée, quand même, je sais lire. Et en fait, la réquisition n'était pas bonne. Je leur dis, non, vous pouvez partir. Non, non, mais on va vous la chercher. Ils me ramènent une deuxième réquisition. Et là, péage Avignon Nord. J'ai dit, mais on n'est pas au péage Avignon Nord ici, on est au rond-point Avignon Nord. Donc votre réquisition, elle est encore pas bonne. Hein. Et là,
allez, on remballe les 40 CRS et on s'en va. Et ils ont essayé de faire pareil sur Orange, 11h30 du soir, 23h30, j'étais au rond-point d'Orange, et ils sont partis aussi. Ils ont dû se dire, mais celle-là, on s'en débarrassera jamais en fait, jour et nuit. Des fois, je sors du tribunal, donc après mes audiences, il n'y a plus ma voiture, elle est en fourrière. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, d'autant que j'ai tous mes dossiers dans mon coffre. C'est une répression sans nom, hein. On s'attaque à tout le monde et à tout. Mais oui, je si sais Macron comme vous, veut je pas. ne lâcherai pas. Mais d'ailleurs, c'est grâce à vous que je ne lâche pas. Si vous lâchiez, je lâcherai aussi, bien entendu. C'est logique, je ne vais pas me battre seule. Mais c'est parce que vous êtes là que je me bats.